bienvenue pour notre immersion du jour. Aujourd'hui, notre exploration analytique se penche sur une dynamique de pouvoir vraiment fascinante. Tout à fait. Le genre de dynamique qui redessine silencieusement, mais radicalement, la carte géopolitique mondiale. On va se plonger dans un article très spécifique. Et au ton particulièrement tranché, il faut le dire. Ah, ça, c'est sûr. L'article s'intitule « La chute des illusions de verre, les mutations géopolitiques et la mise à nu de la fragilité du modèle émirati ». Un titre qui annonce clairement la couleur. Oui, mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, il y a un avertissement d'impartialité qui est absolument crucial à faire pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Notre émission n'adopte strictement aucune position politique sur ce dossier. C'est complexe, c'est sensible. Notre mission, notre but exclusif aujourd'hui, c'est uniquement de décortiquer et de comprendre les arguments. Les théories et les perspectives avancées par cet auteur, oui. Voilà, sans les approuver, sans les rejeter, on veut juste comprendre cette vision du monde, aussi polarisante soit-elle. C'est une précision essentielle, surtout face à un texte qui, disons-le, n'hésite pas une seconde à bousculer les idées reçues. Exactement. Et l'accroche de ce document pour l'auditoire, elle est saisissante. La grande question, c'est de savoir comment des gratte-ciel imposants, des hubs technologiques ultramodernes, réagissent quand la Terre tremble véritablement sur le plan géopolitique. Quand les bases mêmes de la sécurité vacillent. C'est ça. Pour quiconque cherche à comprendre les dynamiques de pouvoir au Moyen-Orient, ce texte offre une perspective fascinante sur la différence entre une stabilité apparente et une résilience réelle. Une différence parfois cruelle, oui. Du coup, je te laisse planter le décor. On parle d'une région où les alliances de la dernière décennie sont soudainement mises à l'épreuve par de vives tensions militaires. Quel est le climat général que décrit la source, Evelyne ? Eh bien, c'est un contexte extrêmement volatile. Le document décrit un moment régional qui est littéralement en train d'éprouver la solidité des équilibres de force. Les équilibres tissés ces 10 dernières années ? Oui, l'auteur parle de développement sécuritaire sans précédent, des développements qui révéleraient la grande fragilité d'alliances que beaucoup considéraient comme gravées dans le marbre. Donc on n'est plus du tout dans la théorie, là. Pas du tout. On observe un système où les tensions militaires montent en flèche. L'heure de vérité a sonné pour des modèles de développement qui semblaient inébranlables. Bon, décortiquons tout cela. Le texte ne perd pas de temps avec des généralités. Il pointe direct vers un fait marquant. Un événement très précis, oui. L'auteur s'attarde sur un récent discours de Mohamed Ben Zayed, souvent désigné par MBZ. Et ce n'est pas tant le contenu officiel qui intéresse la source. Non, c'est la forme. Exactement. La forme. L'auteur affirme qu'une, je cite, angoisse palpable transparaissait dans la gestuelle et le ton. Une nette tension, oui. Voilà, une tension qui marque une vraie rupture avec l'assurance habituelle de ses dirigeants. Et l'analyse va plus loin qu'une simple observation du langage corporel. Le texte lie cette tension à des rapports que l'auteur qualifie de troublants. Justement, ces fameux rapports. La source indique que des fonctionnaires de haut rang, des magnats de la finance, auraient commencé à préparer leurs valises. À quitter le pays discrètement, oui. Ou à délocaliser des actifs. C'est énorme. Même les résidents expatriés fuiraient par crainte d'une escalade militaire régionale. Mais est-ce que le texte présente ça comme une prudence passagère ou comme une vraie panique ? L'auteur penche très clairement pour la panique, structurelle. Ce n'est pas juste une réaction épidermique, c'est le reflet d'une anxiété profonde dans les plus hautes sphères. D'accord. Ce qui est fascinant ici, c'est le pourquoi, la mécanique derrière cette anxiété. Selon l'analyse, le modèle entier reposait sur une fondation stratégique très claire, un pari. Quel genre de pari ? Une alliance extrêmement étroite avec les États-Unis. Le garant ultime. Voilà, couplé à un rapprochement stratégique inédit avec Israël, les fameux accords de normalisation. Ok, je vois. L'idée, c'était de créer un parapluie défensif. Un bouclier robuste, oui, pour garantir la paix interne et la prospérité économique. Or, la source soutient que les événements récents ont prouvé que ces garanties n'étaient pas si solides. Le bouclier se fissure. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on regarde bien, le problème de fond, on ne peut pas le régler à l'ONU. Tu parles de la géographie ? Absolument. L'auteur introduit ce concept de vulnérabilité géographique. L'analogie est frappante. Il compare le pays à une magnifique maison de verre, ultramoderne, remplie de richesses. Mais construite au milieu d'un champ de tir ? Exactement. La nation est entourée de puissances régionales dotées de capacités militaires et balistiques très, très avancées. Mais attends, on parle d'États qui ont acheté les meilleurs systèmes de défense antiaérienne du monde, non ? C'est vrai, des milliards dépensés. Mais si l'on relie cela à une vue d'ensemble, l'argument de l'auteur prend tout son sens. Le texte met en lumière la menace asymétrique. Les drones à bas coût, ce genre de choses. C'est ça.
Les systèmes traditionnels sont conçus pour intercepter des menaces conventionnelles. Mais les acteurs voisins maîtrisent les essaims de drones. Une salve de drones bon marché peut théoriquement saturer un système valant des milliards. La fameuse asymétrie. Oui, et couplé à une proximité immédiate, ça rend la maison de verre très fragile. Et ça amène l'auteur à élever le débat sur les alliances internationaux. Dépendre excessivement d'une protection extérieure, c'est un pari risqué. Extrêmement risqué. L'auteur rappelle que les grandes puissances agissent en fonction de leurs propres intérêts. Et ces intérêts changent. Elles cherchent souvent à éviter l'implication directe, surtout si ça peut dégénérer en guerre ouverte. Exactement. Si le coût politique devient trop lourd, les alliés locaux peuvent se retrouver seuls. Les superpuissances ont d'autres priorités ailleurs dans le monde. C'est glacial, mais c'est la réelle politique. Le mythe du bouclier externe vole en éclats. C'est toute la thèse de la source, oui. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que cette menace militaire, elle ne reste pas dans le ciel. Elle atterrit directement dans les portefeuilles. Et sur les marchés financiers. Oui. Le texte souligne la grande fragilité d'un modèle économique basé presque entièrement sur les investissements étrangers. Le secteur des services, le tourisme, le commerce international. Si l'on construit une usine lourde, on ne part pas au premier missile, mais les capitaux, eux, sont très volatiles. L'argent fuit vite. Dès que les risques sécuritaires augmentent, les capitaux partent chercher des cieux plus cléments, à une vitesse stupéfiante. C'est un vrai moment de révélation pour quiconque s'intéresse à l'économie. Une prospérité basée sur l'image peut s'évaporer instantanément si le sentiment de sécurité disparaît. Parce que l'argent, c'est avant tout une question de confiance. L'auteur anticipe un bouleversement économique régional à long terme. Un effet domino. Oui, les multinationales pourraient se mettre à chercher des centres alternatifs, des endroits perçus comme politiquement et militairement plus stables. Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça créerait des opportunités pour d'autres nations de s'imposer comme les nouveaux hubs stratégiques. C'est la compétition darwinienne décrite par l'auteur. La sécurité perçue devient l'avantage compétitif numéro 1, bien avant la fiscalité. C'est fou. Le modèle de la forteresse de verre semble complètement obsolète selon l'auteur. Du coup, ça nous amène au changement de paradigme. Cela soulève une question importante en effet. Quelles sont les solutions proposées par l'auteur ? Parce que l'expérience montre que l'aide extérieure n'est jamais garantie lors des moments critiques. Fini la dépendance alors. C'est ça. Le texte observe que la prochaine ère pourrait forcer les États à revoir complètement leur stratégie de sécurité. Donc, moins d'alliances extérieures absolues. L'avenir appartiendrait au dialogue régional, aux ententes directes entre pays voisins. Le dialogue plutôt que la dépendance. C'est intéressant de voir le contraste présenté dans la source. L'article fait d'ailleurs l'éloge de certains États régionaux. Sans les nommer directement, oui. Sans les nommer, des États qui ont maintenu des politiques étrangères très équilibrées. Qui ont diversifié leurs partenariats. Et qui ont évité de s'enfermer dans des blocs polarisés. Ils discutent avec tout le monde. Selon le texte, cette flexibilité diplomatique, c'est le modèle le plus attractif et résilient pour l'avenir. Parce qu'en refusant les alignements rigides, ils ne sont perçus comme une menace existentielle par personne. C'est fascinant. On arrive doucement vers la fin de notre analyse. Pour faire la synthèse ultime de cette chute des illusions de verre, il faut retenir quoi selon l'auteur ? Que la véritable puissance d'un État ne se mesure pas à l'aune de sa richesse financière, ni à la hauteur de ses gratte-ciel, ni même à ses alliances militaires sur le papier. Non, la vraie résilience réside dans sa légitimité interne, la cohésion de son économie, et surtout une stratégie géopolitique équilibrée. Une stratégie qui accepte les réalités de sa géographie. Il faut rappeler à notre auditoire que ce que décrit ce texte, c'est potentiellement un point de bascule historique. Pour le Golfe et pour tout le Moyen-Orient. Ça révèle au grand jour les limites des modèles fondés sur cette fameuse stabilité apparente. L'avenir appartiendrait donc aux nations dotées d'une vision à long terme. Et d'une réelle indépendance décisionnelle. C'est crucial. C'est un changement de paradigme total. Ce qui m'amène à une réflexion finale, une pensée provocatrice pour stimuler l'esprit critique de notre auditoire. Je t'écoute. Si l'ère où l'on pouvait sous-traiter sa sécurité et des superpuissances lointaines touche à sa fin, comme le suggère vraiment ce texte, à quoi ressemblera l'architecture du commerce mondial de demain ? Vaste question. Oui, quand chaque hub économique devra obligatoirement devenir son propre et unique garant de paix pour survivre, ça change absolument tout. C'est une perspective qui donne le vertige. En effet. Merci infiniment pour ces analyses toujours aussi pointues sur un texte vraiment pas simple. Avec grand plaisir. Nous invitons notre auditoire à continuer d'explorer, de creuser et de toujours remettre en question les flux d'informations mondiaux. À très bientôt pour une nouvelle exploration analytique.